Et puis, il faut essayer d'optimiser la position du patient. Ça, c'est important. Je ne sais pas si vous le faites, vous, les acquisitions en décubitus ventral sur les caméras conventionnelles, choses comme ça. Ça marche quand même pas mal. Alors nous, la caméra d'Espect, on ne peut pas mettre les gens sur le ventre, sinon on casserait le bras de la caméra. Donc on utilise une biker-like position. On l'a publié dans le GNM l'année dernière. C'est la position du motard. Et pourquoi on l'appelle la position du motard? C'est parce qu'on fait beaucoup d'imagerie chez le motard, vous voyez. Donc là, c'est le radiopharmacien, en fait, qui est motard du service, qui a accepté de se mettre sur sa moto, et voilà, pour expliquer la position. Et c'est intéressant parce que quand on compare, on avait comparé les positions, il y a 2 positions possibles avec cette caméra. On peut faire les enregistrements sur le dos, la position du dentiste, comme ça. Alors, d'un point de vue marketing, ils sont très fiers de cette position-là, ils essayent de la vendre un maximum. Et puis, donc on avait comparé les gens entre bikers et ces 2 positions, et on s'aperçoit que quand on les met en position du motard comme ça, le cœur, vous voyez, ça c'est une coupe axiale, le cœur est plus près de la caméra, bien évidemment, parce qu'on n'est pas limité par les mouvements respiratoires. Hein, voilà. Donc ça, c'est toujours bien d'être plus près du détecteur. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est quand on fait des images de profil, en fait, on décolle cette paroi inférieure du diaphragme. Vous voyez ici, ça c'est le même patient. Il a la paroi inférieure, oh la vache, paroi inférieure qui est complètement collée au diaphragme ici. Et là, elle est décollée. Même chose pour ce patient-là, entre la position sitting et biker. Et ça permet, quand on regarde sur les polar maps, ça permet de diminuer ces atténuations inférieures. Voilà. C'est un petit truc sur cette caméra. Ça s'applique que sur cette caméra, mais on obtient à peu près la même chose en position en décubitus ventral. Voilà. Alors, un autre exemple, un homme, cette fois-ci, 155 kg, 51 ans, 1,87 m, lui, il n'a pas vraiment de douleur, mais il est essoufflé. Il a une artérite, un diabète, une hypertension, une dyslipidémie, voilà. Donc lui, dans les figures qu'on vous a montrées là, lors du premier topo, hein, il est quand même à risque. Et puis surtout, il a un ECG qui n'est pas normal, avec des espèces d'ondes Q en D3, mais bon, jeune homme de 51 ans qui pèse 155 kg et qui est un petit peu essoufflé, voilà. On se demande ce qu'il a. Donc, épreuve d'effort impossible, coronarographie difficile, réalisation d'un système EBI d'hyperidamol, voilà. Donc voilà la scintigraphie. Là, c'est une scintigraphie conventionnelle sur une caméra conventionnelle. Vous avez l'échelle de couleur, là, cette fois-ci, sur la droite. On commence à regarder quand c'est en dessous de 70%, en fait. Hein. 70% ici, sur cette échelle, ça correspond au rouge sombre un petit peu. Voilà. Et puis le jaune, dès qu'on est dans le jaune, on est près de 50%, 60-50%. Donc là, c'est vraiment... Voilà. Là, on voit en jaune, on voit que la paroi inférieure, elle est pas tout à fait normale, quoi. Elle n'est pas tout à fait normale en stress. Et c'est quand même en partie réversible, mais pas, ça ne se normalise pas complètement au repos. Alors, je vais vous montrer d'emblée le gated, comme ça, on répondra à la question. Voilà. Là, chez quelqu'un de ce poids-là, les atténuations inférieures sont quand même sont pas rares, quoi. Donc le gated est intéressant pour voir s'il y a des anomalies de cinétique. D'une manière générale, s'il n'y a aucune anomalie de cinétique, bon, la probabilité que ça soit une atténuation est quand même assez forte, voilà. Mais s'il y a des anomalies de cinétique, là, c'est tout à fait différent. On est sûr qu'il y a quelque chose, sûr à plus de 90%. Voilà. Donc on regarde. Est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce que vous répondriez alors? Certainement normal, probablement normal à déterminer, probablement normal, certainement normal? Probablement normal? Ah, mais tu n'es pas scintigraphiste. Moi, je répondrais certainement normal. Parce que je connais la coronarographie, c'est sûr. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais je répondrais certainement anormal parce qu'il y a des zones qui sont franchement, qui ont une contractilité qui est franchement anormale. Merde. Voilà. Si vous regardez la paroi inférieure, la paroi inférieure, elle ne s'épaissit pas, elle ne se contracte pas. Et on n'a pas ça dans les atténuations. Une atténuation, la paroi inférieure, le mouvement augmente, l'activité augmente en systole, même si elle est diminuée, on voit qu'elle augmente en systole. Et là, voilà, là, c'est pas normal du tout. Donc, pathologique. Anomalie de cinétique, c'est pathologique. Et effectivement, il y a une occlusion proximale de l'artère coronaire droite. Alors, voilà pour la scintigraphie.
ces nouvelles caméras là, qui font du 3D, les CZT Specs, ça amène aussi à reconsidérer un petit peu l'angioscintigraphie dont on nous a parlé tout à l'heure un tout petit peu, les débuts de la scintigraphie, parce qu'effectivement, hein, ça a commencé comme ça, la cardiologie, avec l'angioscintigraphie planaire. Et parce que, bon, alors je ne sais pas si vous l'utilisez encore beaucoup ici, peut-être pas. En France et aux États-Unis, en Europe, c'est encore utilisé dans les surveillances de chimiothérapie cardiotoxique. Voilà, parce qu'il y a une bonne reproductibilité de la fraction d'éjection. Le problème, c'est que ça fait une irradiation de entre 6 et 8 millisieverts. L'examen, chez des femmes quelquefois jeunes qui ont besoin de 5 à 6 examens, qui ont souvent de la radiothérapie, qui ont des PET scans, qui ont des scanners, et qui atteignent des doses d'irradiation qui sont quand même in fine, même si la dose est faible hein, de l'examen angioscintigraphique, ils atteignent des doses qui sont quand même un petit peu élevées. Donc ben là, on peut diminuer, pareil, on peut diminuer les doses divisées par 3 à 4. Hein, voilà. Puis c'est quand même sympa de regarder une angioscintigraphie, une tomoscintigraphie cavitaire. C'est plus sympa à analyser qu'une scintigraphie planaire en 2 dimensions. On calcule la fraction d'éjection. Voilà. Donc voilà, ça c'était issu d'une étude où on réduit les doses de 70%, c'est-à-dire qu'on n'injecte que 30% des doses. Maintenant, c'est ce qu'on fait en pratique. En fait, là, ce n'était pas tout à fait vrai. Dans l'étude, on avait réduit sur des patients qui avaient l'angioscintigraphie planaire puis la tomoscintigraphie. Dans l'analyse, il y avait 10 minutes d'enregistrement et on n'intégrait que les 3 minutes d'enregistrement. Donc ça fait une diminution de 70% des coûts, quoi. On gardait que 30% des coûts sur le temps d'enregistrement, et depuis on fait la même chose, mais cette fois-ci en injectant que 30% des doses conventionnelles. Voilà. Donc on peut le faire. Il y a une bonne concordance avec la technique planaire. Il faut qu'il y ait une calibration un petit peu particulière parce que cette technique a tendance à surestimer les fractions un petit peu plus hautes, mais bon, ça s'applique sans trop de difficultés. Et puis bon, voilà, c'est quand même beau, quoi. Hein, on voit le ventricule droit, le ventricule gauche, le tronc pulmonaire, les branches. Et à votre avis, alors, est-ce que c'est normal ou pas normal? Est-ce que la fonction ventriculaire, je ne vous donne pas les fractions d'éjection, ce serait plus facile, hein, mais bon, la fonction ventriculaire globale du ventricule droit est normale, du ventricule gauche, question 2, est normale. Est-ce qu'il y a des anomalies de la cinétique au niveau de l'APEX? Quand on compare VD-VG, comparé le VD-VG en OAG, est-ce que l'APEX est exactement pareil? Pas sûr. Hein. Je vous aide là, je ne devrais pas, hein, mais c'est mon caractère généreux qui prend le dessus. Alors, à votre avis, vous répondriez quoi? Ouais, voilà. La fonction ventriculaire droite est normale. Je ne sais plus exactement, je crois que la fraction d'éjection du ventricule gauche était limite. Et puis surtout, il y a une hypokinésie qu'on voit bien ici au niveau de l'apex du ventricule gauche. Voilà. Voilà. Alors, on ne fait pas cet examen pour faire des analyses de cinétique segmentaire très précises. Ça, on réserve ça à l'échographie quand les patients sont échogènes ou à l'IRM. Mais il y a quand même une richesse sémiologique un peu plus importante sur ces enregistrements en 3 dimensions que sur les scintigraphies planaires. Et puis, bon, il y a l'imagerie TEP, comme promis. Alors, je ne sais pas exactement où j'en suis, en fait, dans le timing. Je suis peut-être très... Ça va? Parce que, ben oui, je pense que nous, on n'est pas du tout parti en France sur le concept américain en disant, voilà, on va remplacer petit à petit la perfusion PET, enfin la perfusion en SPECT par la perfusion PET, notamment pour les tests pharmacologiques. Bon, c'est pas remboursé du tout par la Sécu. C'est quand même assez cher, ça faut reconnaître. Et voilà. Mais il n'empêche... c'est avec les nouveaux TEP full numérique, mais même les anciens analogiques avec des techniques de reconstruction qui ont énormément progressé, on a une qualité d'image qui est assez incroyable. Hein. Voilà ce que donne un bilan de viabilité au FDG. C'est dans le cadre d'un protocole, sinon on n'en fait plus. Hein. On fait ça en scintigraphie parce que ça apporte pas beaucoup plus de renseignements que la scintigraphie, mais la qualité d'image, elle est quand même assez incroyable. Voilà, je vais vous poser une question. Où est l'infarctus, à votre avis? Vous noterez au passage, mais j'ose pas appuyer dessus, sinon il va me montrer la réponse avant que vous ayez... Ah! Vous noterez que sur les images en haut à gauche, là,
On voit même l'oreillette, la paroi auriculaire, on la voit. On voit. Déjà, on est content de voir la paroi libre du ventricule droit en scintigraphie. Là, on voit l'oreillette. Donc voilà. C'est vraiment un niveau de qualité d'image qui est. Et cette caméra-là, c'est pas une caméra numérique, hein, c'est une caméra analogique, mais de dernière génération, avec des techniques de reconstruction. Donc la qualité est vraiment excellente, quoi. Donc en fait, je vous l'avais montré, hein, il est apical. Voilà. On voit que ça se contracte pas trop, voilà. Mais c'est tout petit, en fait, hein. Et puis, donc, il y a un certain nombre, mais là, je vais aller vite là-dessus, puisqu'on nous en parle depuis le début des années, enfin, 2010, des nouveaux traceurs de perfusion, des espèces de MIBI ou tétrophosmine-like, mais marqués par le fluor, mais avec des caractéristiques d'extraction bien supérieures à celles des traceurs techniciens, notamment celui-là, là, le fluorpyridase, qui donne effectivement des qualités d'image. Quand on compare, vous voyez ici en bas, les images obtenues en TEP avec ce traceur qui sont en haut par rapport à un MIBI caméra conventionnelle, oui, la qualité des images est bien. On peut mesurer la réserve coronaire avec ça. En plus, c'est comme le MIBI et la tétrophosmine, on peut l'injecter à l'effort et faire l'image 30 minutes après, il y a une rétention, voilà, c'est parfait, quoi. Mais le problème, c'est de le vendre ensuite, et là, les industriels ont un vrai problème, c'est que autant un traceur froid qui va être marqué chez vous à vendre, on peut le distribuer un peu partout. Là, il faut avoir des accords avec tous les cyclotrons de partout pour pouvoir commercialiser, parce que le traceur peut être vendu que marqué déjà par le fluor, quoi. Donc ça suppose, l'industriel qui veut faire ça, suppose de passer des accords avec tous les distributeurs de cyclotrons. Alors en Allemagne, par exemple, il y a un cyclotron par université, c'est impossible, quoi. Enfin voilà. Donc, c'est dommage parce que c'est une bonne idée, c'est un bon traceur, mais je pense qu'économiquement, il ne sera pas viable. Ce qui marche bien, c'est ça, hein, c'est le rubidium. Alors l'intérêt, c'est que vous avez le générateur, c'est comme le molybdène, hein, c'est comme le générateur de technicien, vous l'avez chez vous. La période radioactive, c'est 75 secondes. Alors, il ne faut pas trop perdre de temps. Il faut vraiment avoir des manipulateurs qui sont bien réveillés. Vous donnez une bonne dose de café avant pour pas qu'il y ait de problème. Et ça irradie peu, bien évidemment. Avec une période comme ça, la dose d'irradiation, elle est extrêmement faible. C'est corrigé pour l'atténuation comme tous les PET. Mais voilà, avec ces temps de rétention, on peut faire que du stress pharmacologique. Ça, c'est l'inconvénient. Mais c'est ce que préconisent donc les sociétés américaines de cardiologie, de médecine nucléaire, comme test chez les patients qui ne peuvent bénéficier que de stress pharmacologique. Voilà, c'est ce type de test. Alors quand on regarde l'image, franchement l'image, c'est pas terrible parce que ça fait un peu, enfin ça ressemble à une caméra conventionnelle, quoi, en fait. Hein. Vous voyez qu'il y a les parois sont un petit peu épaisses, la cavité un peu faible. Hein. Ça c'est lié au parcours libre du rubidium qui est un petit peu plus élevé. Donc ça a une moins bonne résolution spatiale que le fluor, hein, qui a un parcours libre beaucoup plus faible. Mais là, on voit bien, hein, enfin, je veux dire, là, c'est un examen qui est très sensible, qui est très spécifique, plus spécifique, un tout petit peu plus sensible que l'aspect et probablement et certainement un peu plus spécifique. Et puis, on peut mesurer la réserve coronaire. Voilà, la réserve coronaire. Et ça, ce test-là corrèle très très bien avec la FFR dont on vous a parlé avant. S'il y a un test qui doit corréler avec ça, c'est vraiment celui-là. Il y a des études qui ont comparé justement le TEP, la scintigraphie, le Goroscan, mais c'était sur des données anatomiques, et le TEP est bien au-dessus des autres techniques pour arriver à corréler avec la Fractional Flow Reserve. Et puis l'intérêt théorique, c'est que bon, en scintigraphie, c'est une imagerie un peu proportionnelle, et de temps en temps, on peut rarement passer à côté, mais sous-estimer des anomalies quand il n'y a pas de territoire normal. Hein, un tri tronculaire relativement sévère qui touche tous les troncs coronaires. La référence normale, elle n'existe plus. Donc, quand on calcule en pourcentage par rapport à cette référence, on a l'impression que l'anomalie, elle n'est pas très importante, en fait. En fait, voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas de référence normale. Voilà, ça écrase tout, quoi. Là, avec la réserve coronaire, vous avez quand même une idée de la perfusion coronaire globale. En SPECT, si vous le faites à l'effort, en gated SPECT, il vous dit tout de suite que ça ne se passe pas bien parce que la fraction d'éjection en post-stress, elle est effondrée et puis elle se normalise au repos, plus ou moins. Mais c'est vrai que ça peut être un problème de sous-estimation qu'on ne fait pas avec ces techniques-là des patients qui ont une ischémie diffuse, en fait. Hein. Et puis, alors, ce qui sort, mais c'est incroyable, la littérature sur le sujet, c'est le retour de tout ce qui est microvasculaire, quoi. Moi, j'ai cru que c'était
C'était fini, mais là, alors là, avec, je crois que la fractional flow reserve y est pour beaucoup, parce que c'est tellement utilisé que maintenant ils essayent d'expliquer ce qui se passe en plus, voilà. Et très clairement, les atteintes microvasculaires, c'est important chez les patients coronariens, c'est clair. Hein. Ça peut expliquer peut-être pourquoi de temps en temps il y a une dissociation entre ce qu'on fait au niveau des artères épicardiques et puis les symptômes, hein, quelquefois qui disparaissent pas. Puis c'est très important aussi dans des états de dans des états relativement précoces d'atteinte coronaire, hein, notamment chez des patients qui ont des gros facteurs de risque, les insuffisants rénaux, les diabétiques, voilà, les gens qui ont des inflammations chroniques, des choses comme ça, voilà. Voilà. Ça pourrait permettre de gérer et de mieux prévenir la maladie coronaire. Mais ça fait cher, hein, parce qu'utiliser un TEP pour prévenir la maladie coronaire, déjà l'utiliser chez quelqu'un de coronarien, c'est cher, mais alors bon, dans des politiques de santé publique de prévention, c'est quand même compliqué. Mais au moins, pour comprendre ce qui se passe, c'est franchement intéressant. Et puis alors ça, vous allez le faire, hein, je peux vous dire, endocardite, TEP, on en a plein. Hein, donc en TEP, c'est surtout ce qu'on fait, parce qu'à force de leur mettre des pacemakers, des valves, des stents, bah, ça s'infecte tout ça, hein, c'est ça le problème. Et après, à qui on demande? On demande aux médecins nucléaires ce qui se passe, parce que c'est compliqué, notamment ces prothèses. Voilà. En écho, on ne voit rien. En IRM, en scanner, il y a les artefacts que vous voyez ici. Donc c'est compliqué. Et puis c'est des patients qui valent très très cher, en fait. Hein. Quand vous avez une infection comme ça, les traitements sont prolongés, compliqués. Il faut souvent réintervenir. C'est compliqué aussi. Vous les gardez en hospitalisation des temps infinis. Enfin bon, en termes de coûts de santé, c'est énorme. Donc je vais vous poser une question. Est-ce qu'à votre avis ici, alors on les prépare de manière un peu particulière, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à jeun, dans les conditions à jeun, on diminue au maximum la captation myocardique dans ces conditions-là. Donc c'est pas du tout comme un bilan de viabilité, c'est comme un bilan oncologique en fait. Hein. On fait en sorte qu'il y ait des taux d'insuline très faibles dans le sang. Hein. Donc on met les patients à jeun, pas en postprandial, de manière à ce qu'il n'y ait pas très peu de captation myocardique. Tant c'est pas si facile que ça. Hein. À votre avis ici, est-ce qu'il y a... On voit ici une coupe axiale, on voit les sondes du pacemaker en coupe axiale, on les voit ici aussi en coupe sagittale sur le VD. Et puis là, on voit bien la sonde qui passe de l'oreillette droite au ventricule droit. Hop là. Oh, je voulais le montrer, je voulais vous faire la surprise, c'est foutu. Voilà. Donc, à votre avis, est-ce que... Voilà. Après, si vous dites qu'il y a une endocardite sur la bioprothèse aortique, c'est les flèches rouges ici, là. C'est compliqué, hein, parce qu'il faudra peut-être intervenir tout ou tard. Sonde de pacemaker, bon, s'il tolère l'arrêt du pacemaker, mais ce n'est pas toujours le cas, on peut enlever la sonde, mais voilà, c'est quand même des vraies décisions qui impliquent beaucoup de choses d'un point de vue conduite médicale. À votre avis, est-ce qu'il y a des... C'est pas évident à voir. Hein. Eh bien, quand on fait de la médecine nucléaire, et quand on fait de la scintigraphie, et quand on fait du gated SPECT, on fait du gated PET. Voilà. Donc, et là, c'est quand même beaucoup plus facile à voir, parce que tout ce qui est captation myocardique, ben, c'est comme en scintigraphie, ça augmente entre la systole et la diastole. Donc c'est la captation physiologique par le myocarde. On arrive à l'identifier relativement bien. Vous voyez ici sur la paroi, hein, le ventricule gauche, ça s'épaissit. C'est une captation physiologique. Il n'y a aucune raison que le foyer d'endocardite s'épaississe entre la diastole et la systole. Hein. Donc, ça s'épaissit. Tout ce qu'on voit ici, c'est du myocarde. Par contre, le petit point là, qui est juste au niveau de l'aorte, ici, qui ne bouge pas du tout, et qu'on voit beaucoup mieux, parce que ça bouge un cœur. Donc, sur une image statique, on le voit quand même beaucoup moins bien qu'en gated. Oui, effectivement, c'est une endocardite aortique. Et si on regarde ce qui se passe en sagittal, ici, hop là, on voit que le foyer au niveau de la sonde aussi est tout à fait net. Et puis si on regarde sur la coupe axiale, là on voit les deux. Sur le ventricule droit, on voit le foyer sur la sonde de pacemaker, et puis on voit aussi le foyer aortique. Voilà. Donc ça, franchement, ça marche bien. La sensibilité est très bonne pour les prothèses, moins bonne sur les endocardites sur valve native. Là, c'est un peu plus décevant, mais globalement, ça marche quand même très bien. Est-ce que vous pensez que sur cette image, on peut en tirer d'un point de vue diagnostique autre chose? Alors je sais que vous n'avez pas l'habitude de ça, mais il y a des signes indirects en fait. Il y a des signes indirects, pas vraiment d'endocardite, mais d'infection en fait. Ouais, exactement.
fixation médulaire, l'augmentation de la fixation médulaire. Effectivement, hein, ça stimule la synthèse de polynucléaires, de lymphocytes par la... Voilà. Et il y a un très bon signe qui est celui-là, c'est que la fixation médulaire que vous voyez là, elle est supérieure à celle du foie. Normalement, elle doit être inférieure. Et elle est supérieure à celle du foie. Et la fixation splénique de la rate aussi est supérieure à celle du foie. C'est-à-dire qu'il y a une stimulation. Et ça, c'est un signe indirect. Pas un signe indirect d'endocardite, bien sûr, hein, mais c'est un signe indirect d'infection. Ça se voit aussi dans des inflammations sévères d'infection. Voilà. L'endocardite, hein, les critères diagnostiques, vous savez, c'est les critères de Duke-Lee. Là, c'est compliqué parce qu'il faut des critères anatomiques, des végétations présentes en échographie, et puis des hémocultures positives. Là, on a presque ça sur le même examen, quoi. On n'a pas l'hémoculture positive, mais on a un signe d'inflammation, d'infection systémique qui est cette augmentation de métabolisme médulaire et splénique. Et puis quand on a la chance de voir en plus le foyer d'endocardite sur les acquisitions synchronisées, ben voilà, on est quasi sûr du diagnostic. Donc voilà, c'est une petite étude qu'on a commencé justement en montrant l'apport de ces signes indirects. Hein. Je vais passer rapidement, mais vous voyez tout à droite ici, j'ose pas toucher sur la souris parce que sinon ça va passer à la suivante. Mais sur l'image de droite, vous voyez qu'on voit le foyer cardiaque, on voit l'augmentation de la captation splénique et médulaire par rapport au foie, c'est au-delà du foie, c'est pas normal. Alors il y a une petite limite, c'est chez les gens obèses qui ont un métabolisme hépatique un petit peu élevé. Chez eux, ça marche moins bien parce que le niveau de captation chez les gens obèses du foie, donc... Mais sinon, ce critère de captation supérieur à celui du foie marche bien chez les gens non obèses, en tous les cas. Donc cardiaque positif, il y a le foyer cardiaque, il y a un hypermétabolisme. Le patient qui est juste à côté, ben, ça arrive parfois hein, de voir simplement le foyer cardiaque, mais pas de voir cet hypermétabolisme. Ensuite, un petit peu plus à gauche, ben, il y a des gens chez lesquels on ne voit pas le foyer cardiaque, notamment les endocardites sur prothèse native. Là, on est quand même moins bon parce que ce sont des anomalies qui sont beaucoup plus petites en fait. Et bien dans ce cas-là, si on voit ce métabolisme augmenter au niveau de la moelle et puis de la rate par rapport au foie, c'est un signe indirect quand même qui peut être intéressant. Puis sinon, ben, c'est le patient qui est tout à gauche. Il n'y a rien du tout. Et bon, quand on regarde en gros rétrospectivement, enfin non, c'est pas une étude rétrospective, ça c'est un PHRC multicentrique français, mais on avait analysé les données. Et vous avez en fonction de ces différentes catégories le diagnostic final fait après le suivi des patients, suivant les critères de Duke-Lee. Alors, on va s'intéresser juste à l'endocardite certaine, ce sont les colonnes en rouge ici. Et vous voyez qu'il y a une augmentation progressive de ce taux d'endocardite qui finalement sera considéré comme certaine après le suivi. Quand on a les signes indirects, le foyer, on a 97% d'endocardite certaine au bout du suivi. Donc là, on peut difficilement faire plus spécifique. Et puis ça diminue petit à petit hein, si on a un des deux critères et si on n'a aucun critère. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps encore de parler de ça. Ça, c'est dans le TEP. Ça va? Dans le TEP, alors, il y a une vraie épidémie hein, en France et dans certains pays. C'est l'amylose cardiaque comme cause d'insuffisance cardiaque terminale, voilà, avec le vieillissement de la population, notamment des formes séniles, quoi. Hein, c'est lié à l'accumulation de certaines protéines au niveau du cœur. Et puis, ça se voit chez les gens âgés, puis chez des gens qui ont des dysglobulinémies monoclonales, notamment les myélomes, les caleurs par exemple, où ces chaînes libres vont infiltrer tous les tissus dans le cœur et puis entraîner une insuffisance cardiaque. Alors c'était dramatique parce qu'avant on arrivait quand même à faire le diagnostic, mais il n'y avait pas vraiment de traitement. Puis c'est une insuffisance cardiaque qui évolue petit à petit avec le temps comme ça. C'est souvent des fins de vie qui sont quand même assez tristes, hein, d'insuffisance cardiaque sévère. Et là, il y a des nouveaux outils qui sont intéressants. Ce sont des radiotraceurs TEP, marqués par le fluor, qui ont été développés pour une amylose, mais qui n'est pas l'amylose cardiaque, c'est l'amylose cérébrale, la maladie d'Alzheimer, en fait. Hein, voilà. Et qui ont été réutilisés pour l'amylose cardiaque, un certain nombre ici. Et c'est un complément intéressant de la scintigraphie. Vous avez ici les exemples des examens qu'on peut faire chez ce type de patient. Le plus évident, c'est de faire une biopsie cardiaque, mais ce n'est pas toujours évident de la faire chez ces patients-là. Mais il y a la scintigraphie osseuse, est importante, hein, parce que dans les amyloses athétères, les amyloses séniles, il y a une captation, c'est très sensible, hein, il y a une captation de ces traceurs au niveau du cœur, ça c'est un bon examen, mais pas dans les amyloses à elles. Et voilà, donc les trois examens intéressants, c'est la scintigraphie, l'IRM aussi, et l'examen TEP avec ce type de traceur.
une amylose ATTR, l'amylose sénile, celle qui explose là, en incidence actuellement partout. Ben, il y a une captation, vous voyez, par le traceur PET de l'amylose qu'on voit ici, tout à fait à gauche. Et puis il y a une augmentation aussi, mais ça c'était peu utile parce qu'on savait déjà que quand on faisait des scintigraphies osseuses, on avait une captation cardiaque vraiment intense chez ces patients. Et par contre, dans l'autre partie qui est l'amylose AL, où il n'y a pas de captation sur la scintigraphie osseuse, on a cette captation en TEP. Alors c'est vraiment intéressant parce que maintenant, il y a des nouveaux traitements et c'est tout nouveau, c'est pas encore complètement remboursé par la Sécu en France, mais ça va le devenir. Hein, mais il y a un médicament miraculeux qui permet de stopper complètement l'évolution délétère de la maladie chez ces patients. Donc, ces traceurs PET pourraient aider à faire le diagnostic. Regardez l'évolution sous traitement. Là, c'est une amylose AL. Pendant le premier cycle, à gauche, on voit que la captation n'est pas très intense. Avant toute chimiothérapie, on voit que la captation est très intense. Et après la chimiothérapie, on voit que la captation a nettement diminué. Donc, ça pourrait servir à suivre l'évolution de ces traitements qui sont très coûteux. Et puis, ça permet de faire un espèce de bilan corps entier des dépôts d'amyloïdes, des dépôts d'amylose au niveau du corps entier. Ça se fait comme un TEP-FDG. Hop, voilà. Et voilà. Alors, où sont les sites de dépôt d'amyloïdes? Ouais, là, ce sera un petit peu long, mais c'est un peu comme Moi, quand j'étais jeune, il y avait ça dans les journaux. C'était le dessinateur s'est trompé 10 fois en recopiant le dessin de gauche. Voilà. Il faut comparer le sujet normal qui est à gauche du sujet qui a une amylose qui est à droite. Alors, ce sont des traceurs très lipophiles qui sont captés par le foie. Donc, chez les deux, hein, vous voyez qu'il y a une captation. On voit les voies biliaires. On voit les voies biliaires, on voit le foie ici. Puis, il y a une élimination ensuite urinaire. Donc, ça, c'est l'élimination normale. Très lipophile, ce qui fait qu'il y a aussi une captation, notamment au niveau médulaire, hein, dans des tissus qui sont très, très lipophiles et qui n'est pas spécifique de la maladie. Donc, le pattern normal, c'est ce que vous voyez sujet contrôle du côté gauche. Et puis l'amylose cardiaque, voilà. Alors où sont les sites d'amylose? Ça peut aider hein, pour savoir où on peut faire la biopsie, notamment pour caractériser la maladie. Vous voyez qu'il y a les glandes salivaires, en fait, hein, qu'on voit ici, très bien. Comme vous êtes de grands spécialistes de la thyroïde, voilà, hein, il y a thyroïde aussi. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un retentissement fonctionnel, je ne sais pas trop, au niveau thyroïdien. Et puis, quelquefois, on a la surprise aussi de voir des atteintes sous-cutanées, squelettiques. Et ça, c'est plus facile quand même que pour faire une biopsie de la thyroïde pour caractériser la maladie. Bien sûr, il y a le cœur ici. Et puis, il y a la rate qui est quasi constamment atteinte aussi. Voilà. Donc, ces examens permettraient aussi peut-être d'évaluer une espèce de charge globale en amylose pour adapter les traitements. Voilà. C'est tout du moins l'hypothèse qu'on peut faire. Voilà, je vous remercie de votre attention.